Je voudrais peut-être revenir à votre côté poète aussi, parce qu'on parlait du verre sous vide. Hein, et ce qui vous intéresse aussi dans ce verre sous vide, ce ne sont pas seulement ses performances en matière énergétique, c'est, je dirais qu'on lui retrouve un grain, une structure, une sorte, entre guillemets, d'imperfection qu'il y avait dans les premiers vers étirés, hein, et qu'on perd aujourd'hui avec le verre flotté, qui est trop parfait. Mais voilà. Et Hein, du coup, et on est donc c'est obligé dans de l'imperfection qu'il y a mais du plaisir. regardez le nombre de gens qui se tapent la tête sur une porte vitrée, obligés de venir mettre des boules, hein, et alors on réglemente tout ça en plus, hein, l'écart entre les boules. Enfin, c'est une histoire de fou. Mais c'est évident que rien de plus délicieux que l'imperfection. Et justement, un des grands défauts de l'architecture contemporaine, ce mouvement dit moderne, hein, c'est cette maladie de la perfection. Hein, des choses propres. Hein, le mur peint en blanc immaculé par rapport à la toile de Jouy. Hein, la moquette uniforme par rapport à un parquet où il peut y avoir un nœud ou une tache comme ici. Hein, la table stratifiée par rapport à une tablette en bois. Hein, la porte peinte en blanc, qu'une personne d'entretien ne nettoie en permanence parce qu'il y a toujours des taches autour de la clenche. Vous voyez, une porte en bois, elle est pleine de cambouis, de miasmes, mais qui ont leurs bonnes odeurs aussi. De temps en temps, une fois par an, hein, on nettoie ça. Oui, mais non, on s'est créé tant d'ennuis, tant de désagréments pour cette pseudo-pureté visuelle, hein, qui n'a aucun sens. Oui. Oui, vous faites remarquer ça d'ailleurs à la fin de l'ouvrage, hein, quand vous parlez paradoxalement un peu de l'ombre, hein, mais vous dites qu'après tout, maintenant, il y a la question des joints, hein, qui appartient au domaine de l'ombre, et vous faites remarquer que maintenant, on peut faire pratiquement des joints invisibles, mais qui ont effectivement un inconvénient, c'est qu'il faut beaucoup plus nettoyer qu'avant. Oui, oui, exactement. Et l'art du joint, si vous voulez, est lié à cette notion d'ordre de grandeur. Le joint est essentiel pour donner la mesure des choses. Hein, et ça se réfléchit, un joint. Le joint n'est pas la conséquence d'un raisonnement. Il est partie intégrante du raisonnement. Même en engineering très très pointu, hein, parce que quand on parle de joint, on sous-entend assemblage. Hein. Alors vous avez des choses qui s'assemblent simplement parce qu'elles sont côte à côte, qu'elles doivent s'assembler pour que l'ensemble soit étanche. Hein. Puis vous avez des assemblages plus sollicités, de pièces de structure qui doivent transmettre des efforts l'un à l'autre. Hein. Oui, mais par exemple, dans une charpente métallique, quand vous la boulonnez, vous dépensez 10% d'acier en plus par le simple fait que vous le boulonniez par rapport à la soudure. Alors la soudure, voilà un bel exemple de progrès technologique incroyable. On ne savait pas souder sur chantier il y a encore 25 ans. C'était très dangereux. La qualité de ces soudures sur chantier était préoccupante. Hein. Mais depuis 25 ans, vous soudez n'importe quoi sur chantier en pleine résistance. Hein, et donc, voir encore sur chantier d'assemblage boulonné me laisse pantois. Quand on sait très bien qu'on peut le faire gagner 10% sans coup férir, avant l'assemblage, et alors 10% sans compter le reste du gain lié à la géométrie qui s'améliore. Donc on gagne beaucoup plus que 10%. Hein. Et puis au niveau maintenance, là c'est l'inverse de la tâche. Si vous voulez un assemblage soudé, ça demande aucun entretien, c'est la soudure est bien faite. Et puis c'est de mieux en mieux construit. Vivent les robots. Hein. Oh, une histoire très amusante. Vous savez qu'on va terminer le bâtiment Europa, donc le bâtiment du Conseil de l'Union européenne. Et donc, fatalement, plein de photographes ont été faits, plein de photos de ce bâtiment, à ma demande, à la demande d'autres. Et par hasard, la semaine passée, je tombe sur une photo absolument extraordinaire. Je demande si je peux l'utiliser, et puis on sait qui est le photographe, et autres, enfin, un temps fou. Et puis on me répond, non, c'est un drone. La plus belle photo du bâtiment Europa a été faite par un drone. Alors, très judicieusement, un de mes collaborateurs me dit, mais il y a quand même un type qui a piloté le drone. Oui.
Donc, heureusement, il y a encore un homme là derrière. Mais sans le drone, le photographe génial n'aurait jamais pu prendre cette photo. Non, mais le drone bénéficie d'un point de vue Voilà. unique. Oui, mais pour ceux qui sont inquiets des robots, il y a toujours un homme qui les guidera. Et l'intervention des robots est quelque chose d'extraordinairement bénéfique. Hein. Et de toute manière, même si on trouve que c'est maléfique, il faudra bien l'accepter, parce que c'est inexorable. Parce que ça va faire gagner de l'énergie et qu'il y aura une redistribution du travail. Dans les ruptures, c'est un des grands sujets. Mais il ne faut pas du tout être inquiet. Je veux dire, c'est comme quand on a inventé la machine à vapeur. Je veux dire, c'est le même ordre d'idée. Donc, on va en faire bon usage. Et la société va évoluer. Mais ce que je trouve fascinant à la période actuelle, c'est qu'on est arrivé au bout de l'ère de la machine à vapeur. C'est la troisième révolution industrielle. Oui, absolument. De Rifkin, à laquelle vous faites allusion. Rifkin et al., hein, je Oui, dis. Mais absolument. Et par contre, il faudrait faire attention qu'elle soit humaniste. Par exemple, ce qui est clairement le défi le plus important maintenant, c'est la pauvreté. Il n'est pas acceptable. Même s'il y a moins de... Bon, on me dit qu'il y a moins de pauvres, il y a moins de malades, on vit plus vite, d'accord. Mais la pauvreté est le fléau numéro un, avant la maladie, je dirais, à résoudre. Quoi. Donner la dignité à chacun. Et quand... Ben, j'ai une vision un peu poétique là-dessus, hein, ou utopétique. Mais pour le moment, je suis en train de dessiner un bâtiment bidon. Pour les bidonvilles, évidemment. Bien, figurez-vous que j'ai vu aucun bâtiment bidon dans les bidonvilles. Or, vous pouvez avoir des bidons dans les bidonvilles, il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est une expression un peu bizarre. Mais je suis très sérieux et ça demande des calculs très pointus pour dessiner un bâtiment avec les déchets qu'il y a dans les bidonvilles, hein, de manière à faire des habitacles extraordinaires, très poétiques. Ça n'intéresse personne. Oh, oui, et alors, j'essaie de trouver un commanditaire. Là, par contre, je doute fort que les abalines du quai viennent me voir. Hein. Donc, je me dis peut-être que là, contrairement à ce que je vous disais au départ, il faut attendre le commanditaire. Peut-être que pour les pauvres, comme ils n'osent peut-être pas, comme on les humilie involontairement, peut-être aller les voir. Quoi. Et écoutez, j'ai un truc pour vous. Oui. Et là, les robots peuvent aider. La soudure de haute technologie. Il y a un de mes projets, je ne sais pas si je parle de Ngozi. Si. Mais ça, c'est au Burundi. C'est un autre projet. Ben oui, hein, c'est un projet en quelque sorte de musée. D'un centre culturel. Un centre culturel, un oui. centre social. Hein. Oui, mais voilà. Mais où vous fournissez des bobines de Kevlar, au fond, pour que chacun puisse y œuvrer. Eh bien, là, voilà un exemple comparé au robot. Le fil pararamide, qui a la résistance de l'acier des ponts suspendus, hein, a, par rapport au fil d'acier du pont suspendu, une qualité extraordinaire, c'est que ça sait se coudre, avec une aiguille à coudre. Hein. Et donc, on peut coudre une structure. Hein. On disait, on chevillait, on clouait, on boulonnait, on soudait, mais on va peut-être arriver à la couture. Je suis très sérieux hein, quand je vous dis ça. Hein, par exemple, on peut très bien coudre du bois. Hein, et en cousant du bois, vous êtes bien moins agressif qu'en le boulonnant, parce que pour boulonner des pièces de bois, vous avez foré un trou, vous avez coupé des fibres. Hein, pour coudre du bois, vous enfoncez votre aiguille et vous écartez les fibres. Et donc vous avez laissé votre morceau de bois intact. Et avec justement un fil Kevlar, vous pouvez coudre du bois avec une machine à coudre, hein, un petit robot couseur, et créer des choses qui n'existent pas encore. Hein, et ce que je vous raconte, ça c'est le futur, ça n'existe pas. J'essaye de convaincre l'industrie de se mettre à coudre des pièces de bois, hein, mais pour des petites constructions simples, hein, des petites machines à coudre portables, quoi, hein, comme bientôt on aura tous un lidar sur sa voiture pour robotiser sa conduite. Tout ça va évidemment arriver. Oui. Et donc l'idée, là, me baladant
au Burundi. Et j'étais invité par la présidence burundaise à l'invitation de Patrick Bounat, le bourgmestre de Bruges, pour réfléchir à ce centre culturel à Ngozi. Et donc, avec mon épouse, Ginny Shloki, monsieur le président, monsieur le bourgmestre, je n'ai jamais mis les pieds au Burundi, je ne vais pas me permettre d'ouvrir le bec avant de connaître le pays. Et donc, pendant 10 jours, très gentiment, on a permis de faire la connaissance de ce petit pays, mais magnifique, extraordinaire. Les artisans pauvres, mais je dirais, un talent, une culture émouvante, quoi. Il avait des objets d'une beauté exceptionnelle. Hein. Et c'est évidemment, si on fait un centre culturel, on part de là. Hein, parce que dans le Ginny Shloki, il y a la culture. Oui, et donc, pensant à ces dames qui jouaient coudre, ces messieurs en train de faire le petit panier en osier, je dis, mais on va faire un centre culturel comme ça. Et d'où, pour faire ça, on fait appel à de très haute technologie. Hein, on emploie un modèle GIS, donc on mesure 3D, on envoie des drones pour encoder en 3 dimensions le diamètre, la position des arbres. Hein, puis d'avoir ce modèle d'arbre ici, à notre bureau à Uccle, en 3D. Hein, et puis de là, avec un autre programme, venir tisser un filet optimal. Hein, et puis quand on a tissé le filet, de savoir la longueur des cordes et faire des paquets de cordes à la bonne dimension et de dire aux dames là-bas, vous allez me coudre ça là et donner le fil de couture et de faire ce filet qu'on va pendre aux eucalyptus et en dessous duquel, à ce filet, on vient d'appendre des grandes huttes en osier, hein, avec du chaume. Oui. Donc la seule chose les 2 choses qu'on aura apportées dans une collaboration, le mot coopération est un mot employé avec prudence, hein, collaboration entre ces artisans, ces citoyens burundais avec leur art et leur culture. Nous, on leur amène une bobine de cordage par aramide, et puis des dessins faits par ordinateur, parce que à la main, on aurait pu le faire, mais ça a pris 100 fois plus de temps. Hein. Je veux dire, le bâtisseur de cathédrale n'avait pas de programme Revit et d'ordinateur 3D pour faire ces merveilles. Hein. Oui, donc le temps compense parfois. Oui. Voilà. Enfin bref, oui. on va s'interrompre parce qu'on pourrait en parler très longtemps, mais bon, je ne peux que renvoyer aussi au livre, hein, bien sûr, parce que vous examinez dans une seconde partie, je dirais presque les matériaux qui sont à votre disposition et qui se sont multipliés, hein, au fond, ces dernières décennies, et qui donnent des idées nouvelles, des possibilités nouvelles. Mais je pense que ce qui était peut-être important et intéressant aussi, c'est de voir dans quelle structure mentale, je dirais, on envisage l'utilisation de toutes ces nouveautés, somme toute. Hein. Oui, oui. Et alors, oui. Tout est dans la main du commanditaire. Il faut donc le mettre dans l'état tel qu'il puisse exprimer son grand dessein. Donc c'est un projet politique. Hein. Oui, la notion de ce qu'est le développement durable, les critères de durabilité, c'est un programme politique. Et ce n'est pas uniquement des grandes tirades, l'énergie, machin. Il y a une foultitude d'éléments à prendre en considération pour réaliser ce développement durable. Et ce n'est pas un mot galvaudé, c'est vraiment quelque chose de très... De concret. Oui, et très amusant et très intéressant à prendre en considération. Oui, nous manquons tous profondément d'imagination. C'est curieux parce que j'allais venir à ça. On boucle en quelque sorte la boucle parce que on a commencé, je dirais, avec Pline et Platon, mais vous faites remarquer que Pline et Platon, au fond, traduisent une chose, c'est notre manque d'imagination. Absolument, et c'est pour ça que je le cite au début du livre. J'ai mis la caverne de Platon, j'ai mis des années à comprendre. C'est tellement évident. Oui. Mais c'est ça, hein, le problème de l'ingénieur, c'est qu'il a l'esprit très occupé par l'apprentissage de toutes ces mathématiques. Quoi. Et puis quand il les a
il a l'illusion de les maîtriser, est tellement fier de les appliquer qu'il en oublie tous les autres arts, toutes les autres sciences. Et donc il faut vraiment... L'enseignement universitaire est aussi totalement à mettre en question, hein, avec les MOOCs, Massive Open Online Course. C'est quoi enseigner? Ben, enseigner, c'est pas dire, raconter la matière à apprendre. Celle-là, on l'apprend beaucoup plus facilement devant un écran d'ordinateur en lisant un MOOC. Enseigner, c'est un prof qui rencontre des étudiants qui ont étudié le MOOC et qui ont des questions pertinentes ou même une invention déjà qui interloque complètement le prof et dit oh, génial, ça m'est arrivé quelquefois. Hein. Dans des étudiants qui ont fait devant moi des inventions extraordinaires, dont une, ben, nouveau, elle a 25 ans. J'essaye de trouver un industriel qui l'appliquerait, vous voyez. Hein. Non, non, on manque d'imagination. Le projet sur lequel je travaille maintenant, figurez-vous, il n'aura pas de fondation. Il va être un peu souple. Oui, une autre maladie de cette après-guerre, c'est la raideur. Hein. On a fait des choses raides. Il n'y a aucune raison philosophique pour imposer la raideur. Tout le monde s'accorde à dire qu'il vaut mieux être souple que raide. Eh bien, dans les bâtiments, on fait juste l'inverse. Hein, que vous ayez un toit qui, sous les vents exceptionnels, bouge 50 cm tant qu'il reste étanche, vous vous en fichez quand même, c'est la tente. Hein. Qu'une façade, qu'un vitrage bouge de plusieurs dizaines de centimètres tant que les verres ne se brisent pas et que ça reste étanche, vous en fichez. Eh bien, figurez-vous, à propos de ça, on va terminer là-dessus, elle est énorme, hein, les méfaits des lobbies les méfaits de la technocratie et des normes perverses, des coups d'État inadmissibles, de fascistes, hein, au niveau de le fascisme technologique, hein, la tyrannie technologique. Figurez-vous que subrepticement, l'année passée, la norme qui définit la déformation que peut prendre un verre à vitre a doublé ses exigences. Jusqu'à l'année passée, un vitrage pouvait avoir une déflexion au maximum d'1 centième de ses dimensions. C'est passé au 2 centièmes. Vous avez vu beaucoup de vitrages avant l'année passée qui cassaient sous l'effet du vent, moi aucun. Donc c'est quoi? C'est quelques verriers mal intentionnés qui, en faisant ça, se garantissent de vendre 33% plus de verre. C'est scandaleux. Et oui, donc on s'insurge contre des mouvements politiques extrêmes, mais il y a ces technocrates extrêmes, hein, qui font vilain commerce à notre insu, dans des domaines de manière bien moins visible. Hein, et le fait d'avoir oui, c'est anodin, hein, de dire « Oh, ce vitrage dans une flèche dans 2 centièmes, ça intéresse qui ?» Et c'est pas le plus grand des hasards, j'ai vu ça, mais ça m'a... Après l'écriture de ce livre, c'est éminemment choquant. Hein, c'est quelque chose, ça devrait aller devant un tribunal. Hein, c'est vraiment un crime contre l'humanité, parce qu'on n'a pas besoin de dépenser 33% de verre en plus. Oui. Et en même temps, on a les discours lénifiants dans l'autre sens. Et on aura bien du mal à trouver s'il y a un responsable derrière. Hein. C'est peut-être c'est sûrement, on dit peut-être, une bonne volonté idiote et que personne n'a vue, mais dans le genre, elle s'accumule. Place à ce qu'on a comme imagination. Oui, non, mais voilà. Oui, les concours d'architecture, bien malheureusement, favorisent la bêtise. Hein, les copains d'abord, les pensées régnantes. Hein, parce qu'un concours d'architecture, si vous voulez, il y a un jury d'architectes, hein, qui jugent les autres, mais ils jugent sur base de ce qu'ils connaissent, et s'ils connaissent et s'ils ont lu dans les gazettes. Hein. J'exagère un peu, hein. Mais il y a quand même beaucoup de ça. À l'inverse, les concours conception-construction, où, en fait, notre commanditaire devient l'entrepreneur qui, lui, s'engage sur ses biens immeubles pour faire la promesse à un prix définitif. C'est autrement plus sérieux, ça. Hein? C'est-à-dire que
l'utilisateur du bâtiment, hein, ça n'est plus le commanditaire, mais c'est le bénéficiaire du bâtiment, reconnaît qu'au fond, il n'y connaît plus rien. Donc, il va garder le grand dessin, mais se décharger de la manière de le faire. Vous voyez ? Donc, au fond, on a un commanditaire, mais il a la sagesse de se rendre compte qu'il n'est plus omniscient, qu'il doit rester dans la définition de son grand dessin au niveau humaniste, et certainement pas technique, qui ne se mêle surtout pas de dire, hein, pour atteindre cet objectif humaniste, il faut que techniquement ça soit ceci. Hein, et dit, ben maintenant, vous, les constructeurs, voyez mon grand dessin, faites comme vous voulez, mais ça répond à ça. Et ça, c'est une évolution très positive. Hein, ça, c'est une manière de faire. Parce que, et alors on se rend compte aussi, subsidiairement, que ça redonne à l'entrepreneur sa dignité. Oui. Ça recrée cette chaîne de respect du commanditaire vis-à-vis de l'architecte, l'équipe d'études, et l'entreprise. Et pas le commanditaire avec son architecte et puis l'entrepreneur. Une espèce de triangle vertueux, commanditaire, entreprise, commanditaire, artisan, fabricant et fou poète, concepteur, comme ça, qui s'est transformé de manière technocratique entre commanditaire, concepteur et entrepreneur, hein, et qui crée tous les procès et toutes les malfaçons possibles et imaginables. Refaire ça, c'est bien. Et d'ailleurs, là-dedans, à propos des progrès, hein, dans ce projet auquel je travaille, avec mon commanditaire entrepreneur, on a identifié ça, dit, mais donc d'habitude, toi, hein, tu es abusé par l'administration et donc tu abuses ton sous-traitant qui abuse son fournisseur de matériaux qui abuse l'environnement. The other way around. Monsieur le fabricant de matériaux, si on discutait ensemble, faire des produits qui n'abîment pas l'environnement, monsieur l'artisan, je vous apporte un matériau, hein, qui est quand même plus chouette vis-à-vis de l'environnement, qui sera bon. Hein, et monsieur l'entrepreneur, je vous amène un artisan qui a des matériaux qui sont bons. Hein, et monsieur le commanditaire, je vous amène un entrepreneur qui a des sous-traitants qui le respectent, des artisans qui lui-même a pris des matériaux qui sentent bon et un environnement qui est respecté. Le chemin est long, hein, mais vous voyez, dans les ruptures, moi je crois très fort à ça, que c'est inévitable qu'on revienne à ce respect mutuel, on n'est pas l'un au-dessus de l'autre, on est l'un à côté de l'autre. Oui. Et toutes ces conditions sont des conditions nécessaires, mais pas suffisantes, mais nécessaires pour réimaginer une construction harmonieuse. Mais là, c'est magnifique, on vit une époque fascinante. Et verrez-vous que je trouve des entrepreneurs qui trouvent ça une bonne idée. Et le projet sur lequel je travaille, mon entrepreneur, client, commanditaire, hein, est enthousiasmé par ça. Et figurez-vous qu'en vous quittant, qu'est-ce que j'ai fait ce passé? J'ai rencontré des fabricants de matériaux, pour être sûr, des artisans d'accord avec ces matériaux, en prévenant mon entrepreneur qui est ravi. Et du coup, on se croit, parce que ce projet est en Belgique, on s'arrange pour que tous les matériaux viennent de moins de 50 km du site. Et qu'on enlève tous les produits infâmes qu'on y a mis depuis tout le temps. Et que ça marche grâce au progrès de la science, grâce au progrès de la technique. Oui, et pas contre. Hein, jusqu'à présent, oui, on a employé la technique pour nous fourguer des trucs insupportables. Mais ce n'est pas les techniciens et les scientifiques qui ont voulu ça. C'est du mauvais usage qu'on en a fait. Tout ça, on est dans cette période de rupture magnifique. Hein. On va s'arrêter. Hein. Ah oui, vous savez hein, que... Non, mais une de mes maladies. Tout ce que vous nous dites est enthousiasmant. On souhaiterait, pour revenir à des choses plus prosaïques, on souhaiterait en voir plus souvent la traduction. Mais enfin, l'affaire est en marche. Quoi. Que voulez-vous dire? Ben, la matérialisation, vous voulez dire? Oui, c'est ça. Vous pouvez compter sur moi.
Ah oui, oui. Hein, certes. trouvez-moi des commanditaires que ça intéresse. Oui, c'est- Non, mais oui, non, mais c'est vrai. Et il y en a. Hein. Hein, parce qu'on voit encore des monstruosités fleurir. Hein, Oui. Et je crois que ça tient aussi, parfois, malheureusement, à l'absence de dessin des commanditaires. Hein, le grand dessin, oui. Oui, mais Oui. Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Ce n'est pas. C'est notre responsabilité à nous tous. Il n'y a aucun grand commanditaire qui ne souhaiterait pas avoir un grand dessin. Simplement, il n'est pas conscient que c'est son devoir de l'avoir. Hein? Quand une administration, je prends l'exemple, hein, parce que l'administration peut être un grand commanditaire, quand le gouvernement, la presse, hein, a fait rapidement ça, et le budget est la moitié du budget, que l'administration fasse tétaniser. Hein? Et donc le politique joue un rôle important de dire non, chère population, nous n'avons pas les moyens de notre rêve aujourd'hui. Il faudra donc choisir ensemble ce que nous pouvons faire Oui. en équité.